Bonjour esprit curieux et bienvenue dans ce voyage intellectuel. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur d'une philosophie qui non seulement a façonné une nation, mais a structuré la psyché de tout un continent pendant plus de 2000 ans. Nous parlons d'un homme qui a cherché l'ordre dans le chaos absolu. Avant de commencer, une brève remarque. Pour donner vie à cette narration, j'ai utilisé des outils d'intelligence artificielle pour générer les images que vous voyez. Pensez-y comme à une toile, une manière d'illustrer les idées et l'ambiance de ce que nous racontons. Elles ne seront pas toujours une représentation littérale, mais un accompagnement visuel pour que vous puissiez laisser libre cours à votre imagination avec moi. J'espère sincèrement que vous apprécierez. Imaginez un monde qui s'effondre. Ce n'est pas une métaphore. Nous parlons de la Chine au VIe siècle avant Jésus-Christ. L'ancienne dynastie Zhou, qui a jadis garanti la paix et la stabilité, s'est fracturée en des dizaines d'États féodaux en guerre perpétuelle. Durant cette période, connue sous le nom de période des printemps et automnes, la loyauté est un lointain souvenir et la trahison est monnaie courante. Les fils assassinent leur père pour le trône et les ministres usurpent le pouvoir de leur roi. Le tissu moral de la société s'est complètement déchiré. C'est au milieu de cette obscurité que naît Kongqiu, que nous connaissons sous son nom latinisé, Confucius. Il n'était pas un mystique méditant sur la montagne, ni un prophète écoutant des voix divines. Il était avant tout un homme préoccupé par la survie de la civilisation. Confucius croyait que la solution au chaos ne se trouvait pas dans de nouvelles inventions, ni dans des lois plus strictes, mais dans le passé. Il se considérait non pas comme un créateur, mais comme un transmetteur d'une sagesse ancienne que les gens avaient oubliée. Sa mission était de restaurer l'harmonie perdue. Pour comprendre sa pensée, nous devons retirer nos lunettes de la modernité occidentale. Confucius ne cherche pas la liberté individuelle telle que nous la concevons aujourd'hui. Sa question fondamentale n'est pas « que veux-je moi ?», mais « comment m'intégrais-je dans le réseau de relations qui soutient le monde ?» Sa vie fut, à bien des égards, une succession d'échecs politiques. Il voyagea de cour en cour, offrant ses services à divers ducs et rois, essayant de les convaincre de gouverner par la vertu et non par la force brute. Presque personne ne l'a écouté. Cependant, son échec en politique devint son triomphe dans l'éducation. Incapable de changer les dirigeants, il décida de changer les futurs leaders. Il devint le premier maître privé de Chine, acceptant des étudiants sans égard pour leur origine noble ou plébéienne. Commençons à décortiquer ces idées. Le premier pilier, et peut-être le plus important, est le concept de reine. Il est souvent traduit par bienveillance ou humanité, mais le caractère chinois pour reine est composé de deux parties, le symbole de la personne et le nombre 2. C'est crucial. Rin signifie littéralement la relation entre deux personnes. On ne peut l'être humain dans l'isolement. Votre humanité ne se manifeste que lorsque vous interagissez avec autrui. Pour Confucius, l'ermite qui s'isole n'est pas vertueux parce qu'il a renoncé au terrain de jeu de la morale. Le ren est cette sensibilité à la douleur et à la joie des autres. C'est ce qui nous empêche d'être indifférents. Lorsque Confucius a formulé ce que nous appelons aujourd'hui la règle d'or, il l'a fait sous une forme négative. Ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse à toi-même. Mais comment pratiquer cette bienveillance ? C'est ici qu'intervient le deuxième concept clé qui est souvent mal interprété en Occident, le li. Nous traduisons li par rituel, cérémonie ou bienséance. Mais ne pensez pas seulement à l'encens et au temple. Le li englobe tout, des grands sacrifices aux ancêtres à la manière dont vous saluez votre voisin ou tenez votre tasse de thé. C'est la grammaire de la vie sociale. Confucius voyait le rituel non pas comme une contrainte vide, mais comme le canal par où s'écoule l'humanité. Imaginez que vous ayez un sentiment de respect envers quelqu'un. Ce sentiment est invisible, il est interne. Le li, le rituel, lui donne une forme physique, une révérence, une poignée de main, un cadeau. Sans le rituel, nos sentiments restent piégés ou s'expriment maladroitement. Confucius met en garde, le li sans rang est vide. Un rituel accompli sans sentiment authentique n'est que du théâtre. Mais le sentiment sans le rituel est sauvage et imprévisible. Nous avons besoin des deux, l'émotion sincère et la manière juste de l'exprimer. Cela nous amène à l'une de ses idées les plus fascinantes, la rectification des noms, ou Zhengming. Confucius croyait que le chaos social commençait lorsque les mots perdirent leur sens. Si un dirigeant n'agit pas comme un dirigeant, il ne mérite pas ce nom. Lorsque le duc de Qi l'interrogea sur le gouvernement, Confucius répondit par une formule lapidaire, que le souverain soit souverain, le ministre ministre, le père père et le fils fils. Cela ressemble à une tautologie, mais c'est une exigence éthique profonde. Cela signifie que chaque rôle social implique une responsabilité spécifique. Il ne suffit pas d'avoir le titre de père biologique, vous devez agir avec la protection et les conseils qui définissent un père. Si vous ne remplissez pas le devoir de votre nom, vous contribuez au chaos du monde. Et en parlant de pères et de fils, nous arrivons au moteur émotionnel du confucianisme, Xiao, la piété filiale. Pour Confucius, la famille n'est pas seulement un groupe de personnes, c'est le laboratoire moral où nous apprenons à être humains.
c'est la racine de toute vertu. Si vous ne pouvez pas respecter et aimer ceux qui vous ont donné la vie et pris soin de vous lorsque vous étiez sans défense, comment pourriez-vous respecter un inconnu ou être loyal envers un État? La moralité s'étend en cercle concentrique, commençant toujours par le foyer. La piété filiale n'est pas une soumission aveugle. Confucius dit que si un père commet une erreur morale, le devoir du fils est de l'avertir avec douceur et respect. La vraie loyauté implique de vouloir que l'autre soit vertueux et non de simplement obéir à des ordres injustes. De cette base familiale émergent les 5 relations cardinales qui structurent la société: souverain et sujet, père et fils, mari et femme, frère aîné et frère cadet, et enfin la seule relation entre égaux, celle des amis. Vous remarquerez que 4 de ces 5 relations sont hiérarchiques. Confucius ne croit pas en l'égalité abstraite. Il croit en la différenciation. Chaque personne a sa place, et l'harmonie naît lorsque le supérieur prend soin de l'inférieur et que l'inférieur respecte le supérieur. Or, qui est chargé de maintenir ce délicat équilibre? C'est ici que Confucius introduit son idéal de personne, le Junzi. Traditionnellement, ce terme signifiait « fils d'un seigneur, un noble de sang ». Confucius lui donne un tournant révolutionnaire. Pour Confucius, le Junzi n'est pas noble par la naissance, mais par le caractère. C'est le gentilhomme, la personne supérieure, l'individu exemplaire. N'importe qui, par l'éducation et l'effort constant, peut devenir un Junzi. C'est une aristocratie de l'esprit, pas du sang. L'opposé du Junzi est le Xiaoren, la petite personne ou l'homme mesquin. Le Xiaoren recherche le bénéfice personnel, le gain immédiat et la partialité. Le Junzi recherche la justice, ce qui est juste et le bien commun, même si cela lui coûte son propre confort. Le chemin pour être un Junzi est ardu. Il exige une autoculture constante. Confucius disait « À 15 ans, j'ai mis mon cœur à apprendre. À 30 ans, je me suis tenu ferme. À 40 ans, je n'avais plus de doutes. » C'est un processus de toute une vie. Cette autoculture est vitale car pour Confucius, la politique est simplement une extension de l'éthique. Si le dirigeant est un Junzi, s'il est vertueux, il n'aura pas besoin d'utiliser la force ni de punitions cruelles pour maintenir l'ordre. Sa propre présence transformera le peuple. Il utilisa une belle métaphore pour cela. La vertu du dirigeant est comme le vent et la vertu du peuple est comme l'herbe. Lorsque le vent souffle, l'herbe s'incline inévitablement. Le leadership moral est contagieux. Au contraire, si vous essayez de gouverner seulement avec des lois et des châtiments, les gens apprendront à contourner la loi et n'auront aucune honte. Mais si vous gouvernez avec vertu et rituel, les gens auront le sens de la honte et se corrigeront d'eux-mêmes. C'est la différence entre l'obéissance externe et la conviction interne. Confucius impose un fardeau immense aux leaders. S'il y a crime et pauvreté dans l'État, la faute finale incombe au manque de vertu du dirigeant. Il n'y a pas de place pour les excuses. Le pouvoir n'est pas un privilège pour le plaisir, c'est une charge de service absolue. Cette vision politique était radicale. À une époque de tyrans et de guerriers, Confucius proposait que la légitimité du pouvoir venait de la moralité et non de la force militaire. C'est pourquoi souvent ses conseils étaient désagréables aux ducs qui ne voulaient qu'étendre leur territoire. L'un des aspects les plus intéressants est sa vision de l'éducation. Confucius fut un pionnier de la méritocratie. Il disait « Dans l'enseignement, il ne doit pas y avoir de distinction de classe ». Il croyait au potentiel transformateur de l'étude pour tout être humain. Mais étudier pour lui, ce n'était pas mémoriser des données, c'était apprendre à être, apprendre la poésie pour sensibiliser l'esprit, apprendre l'histoire pour comprendre le destin, apprendre la musique pour harmoniser les émotions. L'éducation était la construction du caractère. La musique, en effet, jouait un rôle spécial. Pour Confucius, la musique reflétait l'ordre de l'univers. Une musique harmonieuse favorisait un état d'esprit équilibré, tandis qu'une musique stridente ou chaotique pouvait corrompre le cœur des personnes et par conséquent de l'État. Malgré son insistance sur la tradition, Confucius n'était pas un immobiliste. Il savait que les rituels pouvaient changer avec le temps, pourvu que leur essence soit maintenue. L'important n'était pas la forme rigide, mais l'esprit de révérence qui l'habitait. Parlons maintenant de ce que Confucius taisait. Il parlait rarement des dieux, des esprits ou de la vie après la mort. Lorsqu'un disciple l'interrogea sur la mort, il répondit « Si tu ne comprends pas encore la vie, comment peux-tu comprendre la mort ?» Son approche était résolument humaniste et terrestre. Il ne niait pas le divin, il croyait simplement que notre tâche principale est ici, avec les vivants, à résoudre les problèmes de ce monde. Respecter les esprits, mais les tenir à distance, telle était sa maxime. À la fin de sa vie, Confucius retourna dans son état natal de Lu. Il se sentait comme un échec. Le monde était toujours en guerre, les dirigeants restaient corrompus. Il mourut en croyant que sa philosophie était tombée dans l'oreille d'un sourd, enseveli par le bruit des épées. Comme il se trompait, ses disciples ont compilé ses dires et conversations dans un livre que nous connaissons sous le nom des Entretiens. Ce texte fragmenté et parfois cryptique
allait devenir la pierre angulaire de la culture chinoise. Pendant la dynastie Han, des siècles après sa mort, le confucianisme fut adopté comme idéologie officielle de l'État. Un système d'examens impériaux basé sur ces textes fut créé. Pour être fonctionnaire en Chine pendant 2000 ans, il fallait connaître Confucius. Cela a cimenté une société où le pouvoir intellectuel était au-dessus du pouvoir militaire, du moins en théorie. L'érudit, l'homme de lettres, est devenu l'idéal social déplaçant le guerrier. Quelque chose de presque unique dans l'histoire des grandes civilisations. Cependant, l'héritage de Confucius a également été critiqué. On l'a accusé de favoriser l'autoritarisme, de reléguer la femme au second plan et de freiner l'innovation en se tournant toujours vers le passé. Ces critiques sont fondées et font partie du débat moderne. Mais réduire Confucius à un instrument d'oppression, c'est ignorer la profondeur de son humanisme. Son insistance sur le fait que le gouvernement doit servir le peuple et que le leader doit être jugé par sa moralité est un message éternellement révolutionnaire. Dans le monde actuel, hyperconnecté mais fragmenté, où les formes sociales se dissolvent et l'individualisme règne en maître, la voix de Confucius nous pose des questions dérangeantes. Avons-nous oublié l'art de nous relier les uns aux autres? Avons-nous perdu le rituel qui nous humanise? Son idée que la liberté ne réside pas dans le fait de faire ce que l'on veut, mais dans la maîtrise de ses propres désirs pour servir le bien commun, entre en collision frontale avec notre culture contemporaine. Et c'est peut-être pourquoi il est si nécessaire de l'écouter, comme un contrepoids, un miroir différent. Le concept de Ren nous rappelle que l'empathie n'est pas un luxe, c'est une nécessité de survie. Le concept de Li nous rappelle que les formes importent, que la courtoisie est le lubrifiant qui empêche le mécanisme social de s'embraser par la friction. Confucius nous enseigne que la société n'est pas un contrat entre étrangers, mais une grande famille élargie. Que chaque acte, si petit soit-il, se répercute dans le réseau de l'humanité. Que cultiver notre propre caractère est le premier pas pour réparer le monde. Nous n'avons pas besoin d'être d'accord avec toutes ces réponses pour apprécier ces questions. La recherche d'un ordre social basé sur la bonté et le respect mutuel est un projet qui ne finit jamais. C'est l'architecture de l'âme humaine. Ainsi, la prochaine fois que vous saluerez quelqu'un, que vous respecterez une tradition familiale ou que vous vous arrêterez pour penser à la façon dont vos actions affectent votre communauté, souvenez-vous du vieux maître de Lu. Sans le savoir, vous marchez sur les chemins qu'il a tracés. La pensée de Confucius a survécu à l'autodafé des livres du premier empereur, aux révolutions, aux invasions et à la modernité vertigineuse. Elle a survécu parce qu'elle a touché une fibre essentielle de notre nature, notre désir d'appartenir et de vivre en harmonie. J'espère que ce parcours à travers les idées fondamentales de Confucius vous aura donné une nouvelle perspective sur ce que signifie être humain en société. N'oubliez pas que la sagesse ancienne est souvent la nouvelle la plus fraîche. Maintenant, je veux vous écouter. Quel concept de Confucius, selon vous, est le plus nécessaire dans le monde d'aujourd'hui? Le Ren, la bienveillance? Ou le Li, le rituel? Faites-le moi savoir dans les commentaires. J'adore lire vos réflexions. Approfondissons un peu plus la psychologie du Junzi avant de terminer. Confucius disait que l'homme supérieur est digne mais non orgueilleux. L'homme inférieur est orgueilleux mais non digne. Cette distinction est subtile mais puissante. La dignité naît de la confiance interne en sa propre vertu. Elle n'a pas besoin d'applaudissements extérieurs. L'orgueil, en revanche, est fragile, il dépend de la validation des autres. Le Junzi a un centre de gravité interne. Le Xiaoren est une feuille au vent de l'opinion publique. Il est également vital de comprendre le concept de shu ou réciprocité. Quand on demanda à Confucius un seul mot qui pourrait guider toute une vie, il répondit « N'est-ce pas la réciprocité, un tel mot ?» C'est la capacité d'inférer les désirs des autres à partir des siens propres. Cela élève la morale confucéenne au-dessus d'un simple code de règles. Il ne s'agit pas de suivre un manuel, mais d'utiliser sa propre expérience humaine comme boussole. Si quelque chose me fait mal, j'assume que cela fera mal à mon frère. C'est une éthique de l'imagination. En revenant à la politique, Confucius avait une aversion profonde pour la litigation. Il disait « Pour écouter les litiges, je suis comme n'importe qui d'autre. Ce qui est nécessaire, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait pas de litiges. » Son idéal n'était pas de gagner des procès, mais une société où les conflits se dissolvaient par accord mutuel. Cela explique pourquoi, traditionnellement, en Asie orientale, la médiation et le compromis sont plus valorisés que la victoire juridique absolue. Gagner en humiliant l'autre n'est pas une vraie victoire, car on sème la graine du ressentiment et de la vengeance future. Confucius était aussi réaliste quant à la nature humaine. Il savait que la perfection est inatteignable. Même lui admettait ses défauts. Il a dit « Si on me donnait quelques années de plus, 50 pour étudier le Yiking, peut-être pourrais-je me libérer de grandes erreurs. » Cette humilité est essentielle. Le sage n'est pas celui qui sait tout, mais celui qui connaît les limites de son savoir. Savoir ce que l'on sait et savoir ce que l'on ne sait pas, voilà la vraie connaissance. Une leçon vitale à notre ère de désinformation et d'arrogance.
Un autre point intéressant est sa vision de la richesse. Confucius ne condamnait pas la richesse en soi, mais la richesse mal acquise. Richesse et honneur obtenus injustement sont pour moi comme des nuages flottants, disait-il. Le matériel est éphémère, l'intégrité est éternelle. Mais si la richesse peut être obtenue par des moyens moraux, il ne la rejette pas. En fait, il reconnaît qu'il est difficile d'être vertueux le ventre vide. Le bon gouvernement doit d'abord enrichir le peuple et seulement après l'éduquer. Le pragmatisme et l'idéalisme vont de pair. L'héritage de Confucius s'est étendu au-delà de la Chine. La Corée, le Japon et le Vietnam ont profondément absorbé ces enseignements. Dans chaque pays, le confucianisme s'est adapté, se mêlant aux traditions locales, mais conservant son noyau éthique intact. Au Japon, par exemple, la loyauté du samouraï envers son seigneur est une adaptation directe de l'éthique confucéenne, bien qu'avec une teinte plus martiale que l'original chinois. L'éthique du travail et l'accent mis sur l'éducation dans ces pays ont une racine confucéenne indéniable. Même aujourd'hui, les soi-disant tigres asiatiques doivent une grande partie de leur succès économique rapide à cette structure sociale disciplinée, orientée vers le groupe et l'éducation, que Confucius a instaurée il y a 2 millénaires et demi. C'est une force culturelle vivante. On raconte que Confucius aimait la musique, au point d'en oublier le goût de la nourriture pendant 3 mois après avoir écouté une mélodie sublime. Cela nous montre un être humain passionné, non un bureaucrate froid. Sa vie fut une quête incessante de la beauté dans la conduite. Pour lui, un acte moral était aussi un acte esthétique. Faire ce qui est juste avait une élégance intrinsèque, comme une danse bien exécutée. L'éthique et l'esthétique ne faisaient qu'un. Parfois, on le critique pour être conservateur. Et il l'était. Mais son conservatisme avait une fin radicale. Préserver l'humanité en des temps inhumains. Parfois, s'accrocher à la tradition est la seule façon de ne pas être emporté par la barbarie. Imaginons un instant que Confucius puisse voir notre monde. Que penserait-il de nos démocraties ? Il serait probablement horrifié par la polarisation, le manque de respect dans le débat public et l'obsession des droits sans responsabilité. Mais il s'émerveillerait aussi de notre accès au savoir. Lui qui devait copier les livres à la main sur des lamelles de bambou, verrait en Internet l'outil suprême pour l'éducation universelle. Bien qu'il nous avertirait sûrement sur la qualité de ce que nous consommons, son message final est celui de l'espoir. Le monde peut être brisé, mais nous avons les outils pour le réparer. Et ces outils ne sont pas externes, ils sont en nous, dans notre capacité d'aimer, de respecter et de nous améliorer chaque jour. Confucius n'a pas promis un paradis au ciel. Il a promis que si nous nous efforçons, nous pouvons bâtir une société digne sous le ciel. Une société où le vieillard a la paix, l'ami a confiance et le jeune a de la tendresse. Cet idéal, la grande harmonie ou Datong, a été le rêve de la Chine pendant des millénaires. Et bien qu'il n'ait jamais été pleinement atteint, il a servi d'étoile polaire pour guider les navigateurs à travers les tempêtes de l'histoire. En clôturant cette analyse, je veux que vous gardiez l'image de ce maître itinérant, poussiéreux et fatigué, qui n'a jamais abandonné, qui a cru en l'être humain, même quand l'être humain lui donnait des raisons de ne pas le faire. Cette foi obstinée est sa plus grande leçon. La philosophie n'est pas quelque chose que l'on étudie, c'est quelque chose que l'on vit. Comme il disait, peu importe la lenteur avec laquelle tu avances, tant que tu ne t'arrêtes pas. Le chemin du Junzi est ouvert à nous tous, ici et maintenant. Nous avons parcouru le chemin depuis le chaos de la dynastie Zhou jusqu'à l'éthique du XXIe siècle. Nous avons déballé des concepts complexes et j'espère que vous verrez maintenant le monde avec une nuance un peu plus confucéenne. Si cette vidéo vous a apporté de la valeur, si elle vous a fait réfléchir, alors le rituel de partage des connaissances a fonctionné. Je vous remercie profondément pour votre temps et votre attention, la ressource la plus précieuse que vous ayez. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche. C'est la meilleure façon de soutenir ce contenu et de vous assurer de ne pas manquer notre prochaine immersion dans les grandes idées de l'humanité. On se voit dans la prochaine vidéo.